Bonjour à tous, bienvenue à cet épisode de CS à l'érable. Avec vous aujourd'hui, Daniel Cameron, en compagnie de mon cher co-animateur Alex Suppert. Comment ça va, Alex, aujourd'hui? On est super en forme. Toi, comment tu vas? Ça va aller, ça va aller. Tu verras au cours de cet épisode. Parfait. Fait que tu vas le voir, je pense que tu peux l'entendre dans ma voix. Je suis très enthousiaste à cause que ce fut une semaine très spéciale dans le soccer canadien. Donc, je vais juste mettre un peu nos auditeurs en perspective car j'étais sur place quand le Canada a affronté le Panama à BMO Field à Toronto. Donc, dans le fond, je vais juste un peu revenir sur la dernière fenêtre du mois d'octobre pour l'équipe canadienne. Donc, cette aventure a commencé en Jamaïque, où est-ce qu'on a fait un match nul 0-0. Ensuite, on s'est déplacé vers le Mexique dans le légendaire stade Azteca. Estadio Azteca, où est-ce qu'on a fait un match nul de 1-1. Et finalement, pour se terminer à Toronto, au BMO Field, où est-ce qu'on a eu un résultat de 4-1. On a dominé le Panama. Donc, ce qui veut dire que présentement, si on regarde le tableau, euh, donc dans l'octagonal avec les 8 équipes, le Mexique est premier avec 14 points. Les États-Unis sont deuxième avec 11 points. Le Canada est troisième avec 10 points. Donc, juste pour vous faire un rappel, les 3 premières places se qualifient automatiquement pour la Coupe du monde du Qatar en 2022. Et la quatrième place va jouer un match intercontinental contre un autre pays d'une autre région lorsque le tirage au sort sera fait. Et présentement, c'est nos amis du Panama qui sont quatrième avec 8 points. Et le bal se termine avec le Costa Rica à 6 points, la Jamaïque à 5 points, le El Salvador ou le Salvador à 5 points et le Honduras bon dernier à 3 points. Donc, juste un peu vous parler de cette soirée. Je vais plus m'attarder sur le match avec le Panama parce que, comme je vous l'ai dit, j'y étais. Et dans le stade, c'était 27 000 partisans qui étaient présents. Fait que l'ambiance était complètement débile. C'était très bruyant. Les supporters qui tapaient du pied quand tu essayais de te rendre à ton siège, c'était complètement fou. Juste pour mettre les choses en perspective, c'est un match qui est spécial parce que pas trop loin du stade BMO, mais il y avait un match de hockey. C'était les Maple Leafs de Toronto contre les Canadiens de Montréal. Et il y a quand même eu 27 000 personnes qui se sont déplacées au stade. Et il y a beaucoup de monde qui ont regardé le match à la télé car vous le savez que c'est disponible sur le câble au Canada maintenant, pas seulement sur le, le service de streaming One Soccer. Donc, un peu, c'est spécial parce que je pense que c'est un match qui a mis le Canada sur la carte. Et que dire de cette domination canadienne où est-ce qu'on a vu le Canada, après avoir tiré de l'arrière 1-0, revenir dans le match et c'était des vagues offensives après vagues offensives, on frappait à la porte et ce fut vraiment une domination canadienne. Et le but de Alphonso Davies qui a fait le tour de la planète, qui a été montré sur tous les continents et qui a permis au Canada de prendre les devants dans le match. Selon toi, Daniel, le but d'Alphonso Davies, est-ce que c'est à tes yeux ce moment? Est-ce que c'est ce but que tout le monde va se souvenir? Est-ce que tu penses, puis tu sais, j'essaie de préciser ma question, est-ce que tu penses que le fameux but d'Alphonso Davies, c'est vraiment ça qui a attiré les yeux du partisan occasionnel de l'équipe canadienne? Est-ce que c'est ce but-là qui va finalement attirer l'attention sur cette campagne en vue de la Coupe du Monde? Ben, c'est sûr que la médiatisation du but aide à faire connaître l'équipe, surtout qu'Alfonso Davies est connu en Europe. Tu sais, les gens en Europe connaissent les finalistes de la Ligue des Champions, les vainqueurs en fait de la Ligue des Champions 2020. Ceux qui ont vu le match, ben, ils vont connaître Alfonso Davies puisqu'il avait été titulaire.
Donc, oui, c'est sûr que le fait que le match, surtout même ceux qu'on surnomme les Eurosnobs, ben, vont avoir entendu parler de ce match-là. Après, moi, j'ai tendance à critiquer beaucoup le bandwagoning, c'est-à-dire les gens qui suivent le wagon quand il est en marche. Mais pour les équipes nationales, je trouve qu'il n'y a pas de mal à ça parce que c'est fait pour ça. Je veux dire, il y a une différence entre suivre une équipe à l'autre bout du monde parce qu'elle est populaire ou à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du continent. Mais suivre son équipe nationale parce que ça va bien en ce moment, il n'y a rien de mal. Je veux dire, c'est même, à la limite, c'est à ça que ça sert une équipe nationale, c'est que tu la supportes quand ils ont besoin de toi. Là, je pense que l'équipe nationale canadienne a besoin de nous tous. Effectivement, puis il faut quand même pardonner à... Ben, tu sais, pardonner, c'est un gros mot, mais il faut quand même comprendre les fans occasionnels et les fans qui ne suivaient pas vraiment l'équipe nationale parce que décennie après décennie, on a été déçus des performances du Canada. Quand l'équipe canadienne était 70e ou 90e au monde, c'était une consolation de pouvoir dire qu'on était finalement monté dans le top 60. Ça a vraiment pas bien été, mais avec le but de Alphonso Davies, à mon avis, c'est là où est-ce que l'équipe nationale canadienne a finalement obtenu l'attention médiatique qu'elle méritait. Je peux te le dire, ici à Toronto, tous les médias, les médias à la télé ou dans les journaux, c'était que pour l'équipe nationale canadienne. Même les émissions de radio ou à la télé, ils commençaient avec ça, ce qui est très rare dans cette ville. C'est toujours les Raptors ou les Blue Jays ou les Maple Leafs. Donc, juste pour revenir sur la domination canadienne contre le Panama, juste pour mettre les choses en perspective, l'alignement du Panama, c'est quand même un alignement qui a été capable de faire des bonnes choses dans cette qualification de Coupe du Monde jusqu'à présent. Mais on a quand même réussi à s'imposer vraiment de façon décisive avec 16 tirs au total contre 7, dont 8 cadrés et seulement 2 cadrés pour le Panama. Cette domination canadienne sur le Panama, est-ce que ça te surprend? Bien, connaissant les deux équipes sur papier et tout, non. Je veux dire, l'équipe panaméenne n'avait pas la même attaque du tout pour dominer le jeu. Après ça, le Panama, faut se le dire aussi, c'est pas une puissance de la CONCACAF historiquement. Elle a fait sa première Coupe du Monde il y a quelques années, en 2018, en Russie, et c'est revenu avec 3 défaites. Donc, je veux dire, c'est pas non plus, comme on dit en anglais, powerhouse, là. C'est une équipe montante en CONCACAF qu'on va peut-être ou peut-être pas voir dans les prochaines années régulièrement faire des bonnes prestations à la Gold Cup ou dans les qualifs pour la Coupe du Monde. Mais non plus, c'était pas une foudre de guerre. Il ne faut pas non plus donner un statut qu'elle n'a pas. Après ça, selon ce que j'ai pu voir avec le début des qualifications, malgré la victoire contre les États-Unis et puis le match nul contre le Mexique, j'avais pas vraiment d'attente face à cette équipe panaméenne. Je veux dire, j'avais pas peur, là. C'est sûr que oui, ce match, la manière dont a commencé le match, c'était un peu inquiétant, mais sur papier, j'avais pas peur, surtout à domicile. Mais une équipe, je veux dire, l'équipe canadienne aujourd'hui, avec ses prestations des 2 dernières années à peu près, est en mesure de battre le Panama à la maison. C'est sans aucun doute. Mais n'empêche que le Panama a peut-être un peu plus d'expérience pour l'avoir fait, être passé par ce tour-là en 2000, pour la qualification pour la Coupe du Monde 2018 et avoir terminé troisième. Je ne sais pas si tu te rappelles un peu, c'était cocasse à la fin, puis les États-Unis se sont un petit peu fait avoir. C'était très serré là, entre la troisième et la cinquième place. Donc, c'était c'était quand même une surprise. Je pense que même les Panaméens n'y croyaient pas, là. Puis juste être à la Coupe du Monde, c'est un exploit en soi. C'est pour ça que les 3 défaites par des scores lourds, personne ne s'en rappellera de leur côté, là. Mais sinon, non, je pense pas que c'était surprenant d'avoir dominé une équipe comme le Panama. L'équipe canadienne aujourd'hui, elle a un statut masculine, bien sûr, elle a un statut différent dans la CONCACAF. Puis ceux qui veulent le nier, ben, ils vont le payer très cher. C'est très, très bien dit. Et on est en bonne position à la troisième position. Et d'ailleurs, notre différentiel de but est supérieur à celui des États-Unis. Et on est quand même un but en arrière du Mexique, mais ça chauffe, c'est très serré
dans le top 3 pour la CONCACAF. Euh, Moi, j'ai une opinion, puis je ne sais pas si tu vas la partager. J'étais là, puis je pense que j'ai vu exactement à quel moment que le Panama a perdu le match. Ça, c'est quand le joueur du Panama allait faire son corner, allait prendre le corner, et Donnell Henry a refusé de bouger. Puis ça a comme éclaté. Puis les émotions sont à chaud. Le Panama essaie de finir le Canada. Puis Donnell Henry qui refuse. Tu vois qu'il a l'attitude, ça c'est ma maison, puis moi je bouge pas. Prends ton corner, ça me dérange pas, mais moi je vais pas bouger pour toi. Puis ça a commencé à chicaner, à se chamailler. Puis ça, c'est une image du Canada qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et aussi, à certains moments dans le match, quand le Panama menaçait, surtout en première demi, tu voyais Maxime Crépeau qui s'allongeait sur le terrain qui faisait semblant d'être blessé ou qui avait de la difficulté pour calmer le jeu, pour calmer le tempo, puis permettre à l'équipe canadienne de se regrouper, d'avoir des nouvelles instructions de John Herdman. Est-ce que le Canada a appris à concacafé, excusez-moi le verbe, à jouer comme les équipes d'Amérique centrale le font? Et qu'est-ce que ça dit sur le Canada, ce nouveau Canada qui est capable de jouer avec les mêmes règles de jeu que les équipes en Amérique centrale? Bien, il faut s'adapter à l'ennemi. Si on n'est pas plus fort que lui, parce que, tu sais, les États-Unis, je les vois pas vraiment faire ce genre de style-là, quoique, oui, des fois, ils s'adaptent, mais les États-Unis et le Mexique, ils sont habituellement plus forts que les équipes d'Amérique centrale, donc ils embarquent pas trop dans ce jeu-là, puis ils font juste passer comme un rouleau compresseur. Mais là, pour le Canada, c'est sûr que ça a toujours été plus ou moins serré dans les tours qualificatifs contre Honduras, contre Nicaragua, contre Salvador. Donc, c'était nécessaire d'utiliser un peu de cette malice-là. Moi, personnellement, j'aime pas ces stratégies-là. Quand j'étais joueur, j'aimais pas ces équipes qui jouaient comme ça. Mais malheureusement, en CONCACAF, surtout chez les équipes d'Amérique centrale, c'est quelque chose qui semble être répandu parce qu'on l'a vu en club aussi. Les équipes des Caraïbes ont d'autres stratégies. Ils vont jouer physique, ils vont avoir un autre style, mais l'action avec Donnell Henry, oui, ça fait sortir les joueurs panamiens de leur match. Après ça, je veux dire, c'est un coup de génie. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, c'est fini, là, comme ils sont plus là, comme ils sont tellement emportés rapidement. Mais par contre, tu sais, à un moment donné, il ne faut pas non plus qu'on devienne l'équipe détestable de la CONCACAF non plus, là. Parce que, tu sais, il y a quand même une réputation à entretenir au Canada. Puis, tu sais, par exemple, des fois, il y a des clubs en Europe qui vont être réticents de recruter des joueurs d'Amérique latine pour ces raisons-là. Donc, je ne veux pas que ça devienne un peu ça la réputation des joueurs canadiens de simuler ou d'être antisportif et tout. Je sais que ça fait partie de la game, comme on dit. Puis Donald Henry l'a très bien fait. Après ça, est-ce que l'arbitre aurait pu mieux. L'arbitre a essayé de gérer son match du mieux qu'il pouvait, pour être honnête. Il y a beaucoup de trucs qui lui ont échappé. Dans l'ensemble, on voyait qu'il a essayé de régler des situations tendues, qu'il a essayé de donner des cartons quand il fallait, qu'il a essayé de calmer le jeu quand il fallait, d'appeler les fautes, d'éviter l'anti-jeu. Mais pour être honnête, là, ces matchs-là contre les équipes d'Amérique centrale, là, surtout que actuellement, on a joué contre 3 équipes d'Amérique centrale à domicile. Puis déjà, je trouvais ça lourd. Alors, j'imagine pas qu'on va jouer chez eux, là. J'ai pas hâte, pour de vrai, j'ai pas hâte. Ça va être difficile, puis mais ça fait quand même du bien de voir le Canada tu sais, maturer et grandir et se défaire de cette naïveté contre ces équipes-là qui nous ont tellement joué des tours pendant des décennies. Puis maintenant, de voir que non seulement on n'est plus aussi naïf que dans le passé, qu'on comprend la game, puis on est capable de la retourner contre l'adversaire, à leur plus grande frustration, c'était vraiment un pur délice. Euh, Puis comme tu le dis, ouais, on va essayer de ne pas être le genre d'équipe qui plonge dans la simulation. Je pense le Honduras ou surtout le Honduras. Puis on veut pas avoir une équipe qui imite notre ami Neymar du Brésil,
qui nous en a montré de toutes les couleurs en termes de simulation à la dernière Coupe du Monde. Donc, il y a quelque chose que j'ai remarqué avec le Canada, puis je pense que ça a commencé vraiment cette année. Puis je vais juste donner quelques résultats à droite et à gauche, puis tu vas voir ce que ces résultats-là ont en commun. À la Gold Cup, on a tiré de l'arrière 1-0 contre les Américains, puis on est revenu dans le match. On a tiré de l'arrière contre le Mexique à la Gold Cup, on est revenu dans le match. On a encore tiré de l'arrière contre les États-Unis dans les qualifications de la Coupe du Monde aux États-Unis. On est revenu dans le match. On a imposé notre style et c'est un match qu'on aurait dû gagner. Même chose contre le Honduras. On perdait à la maison, on est revenu. Et au Mexique, on perdait chez eux et on est revenu encore. Et même chose contre le Panama. Ça, c'est quand même un gros contraste parce que si on se souvient bien, la qualification pour la Coupe du Monde, il y a 2 cycles où est-ce qu'on avait perdu 8-1 au Honduras après qu'on menait 1-0. On avait complètement abandonné. Et maintenant, on est une équipe qui n'abandonne pas. D'où tu penses que c'est venu? D'où tu penses que ça vient, cette nouvelle mentalité d'une équipe qui abandonne jamais, puis même si on tire de l'arrière, puis ça va très mal, on est capable de faire des ajustements, puis revenir encore plus fort. Mais je pense que ça peut venir de deux explications. De un, la confiance des joueurs offensifs, d'être capables, ils savent qu'ils sont capables de marquer, donc ils font ce qu'il faut pour y arriver. Deuxièmement, je pense qu'il y a aussi le fait que c'est peut-être avant, avec on avait un attache KFC ou des joueurs qui étaient peut-être pas toujours titulaires dans leur club en Europe, ben c'était pas nécessairement des joueurs qui sont actifs pour gagner, qui vivent ce genre d'émotions semaine après semaine. Donc là, ça serait une explication qui pourrait être logique, là. Après ça, c'est pour qu'une équipe ait ce genre de mentalité-là, habituellement, il faut que ce soit une équipe qui compétitionne pour le haut du tableau d'une ligue, peu importe quelle ligue, là. Parce que ça, c'est le genre de choses que tu apprends même dans les ligues. Je veux dire, quand j'ai joué, moi aussi, ce genre de mentalité, c'est important, là. Je veux dire, c'est une mentalité qui existe dans tous les sports, dans toutes les ligues du monde, mais c'est un état d'esprit qu'il faut développer. Juste pour nos auditeurs, le en attache FC, c'est un terme qu'on utilisait pour désigner les joueurs sans club, qu'on appelait quand même à l'équipe nationale parce qu'on n'avait personne d'autre. Et je vais toujours me rappeler que ce que 2 sélectionneurs passés ont dit de notre situation au Canada. Je parle de Benito Floro, qui, quand il était sélectionneur avec l'équipe canadienne, et aussi je pense que c'est Antonio Zambrano, j'ai oublié son prénom, Octavio Zambrano. Donc, les deux avaient remarqué la même chose. Puis ils disaient que le problème du Canada, c'était pas le talent, qu'il y avait des joueurs très, très talentueux au Canada, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de temps de jeu en club. Puis je vais toujours me rappeler Benito Floro, lui, il avait vraiment développé là-dessus, puis il n'avait pas des bonnes relations avec les clubs MLS parce qu'il se plaignait que c'était très difficile d'avoir des joueurs relâchés pour les entraînements puis et pour ces choses-là. Il disait que, tu sais, quand tu arrives au camp d'entraînement, puis quand c'est le temps de te préparer pour un match de qualification d'équipe nationale, il n'y a pas le temps de te montrer comment prendre des corners. Il n'y a pas le temps de te montrer comment prendre un coup franc. Puis aussi, il disait autre chose, comme il disait, ben, tu sais, les joueurs sont talentueux, mais ils n'ont pas assez de temps de minutes, puis ça se reflète dans leur façon de jouer dans l'équipe nationale à cause que, ben, tu sais, le joueur qui est en possession du ballon, puis tu as un joueur mexicain ou américain qui arrive droit sur lui à toute vitesse, mais il n'est pas habitué de jouer avec ce genre de pression-là. Puis c'est pour ça que le Canada avait autant de problèmes de possession de ballon, parce qu'il disait que ça, c'est des aptitudes que tu allais acquérir à force de jouer en club. Fait que, dans le fond, ce que les deux disaient, c'est que quand tu n'as pas de ligue domestique et tu n'as pas assez de joueurs qui ont du temps de jeu, mais c'est trop demandé à ce genre de joueur-là de lui dire, ben regarde, tu es sur le banc la moitié de la saison, puis tu joues quelques minutes par-ci, par-là. Maintenant, je te demande d'aller défendre contre le Mexique.
où je te demande de garder possession contre les États-Unis ou le Honduras. C'était quelque chose qui était extrêmement difficile à faire. Donc, on est vraiment choyé du fait qu'on est capable de rivaliser avec les tops de la CONCACAF. Parlons de rivaliser avec le top de la CONCACAF. Quelle performance pour toi est la plus surprenante? Est-ce que c'est la victoire écrasante de 4-1 contre le Panama ou d'avoir été capable de se déplacer au Mexique, de jouer dans le légendaire stade Estadio Azteca et non seulement de dominer une méchante partie du match à 55% de possession. On était presque à égalité pour les tirs au but, surtout les tirs cadrés. Donc, on a été capable d'imposer notre style et d'enlever beaucoup de possession de ballon au Mexique, ce qui nous a permis de pouvoir rivaliser avec eux presque à armes égales. Quel résultat est le plus surprenant, le match nul au Mexique ou la victoire écrasante à la maison contre le Panama? Je pense que sans aucun doute, c'est le match nul au Mexique. Je ne me rappelle pas de la dernière fois que c'est arrivé. Je sais que pour le cycle de la Coupe de 98, la dernière fois où on est passé au dernier tour, ça s'était terminé 3-2 au Mexique avec 2 buts d'Alex Bunbury. Donc, il a fallu revoir des attaquants de cette classe-là et se rendre aussi au tour suivant pour pouvoir faire ce genre de prestations. Je veux dire 3-2 en 97, puis 1-1 en 2021. C'est la preuve que quand on a une équipe qui passe au tour suivant, ça peut aller vite. Hein? Parce que si tu regardes le cycle de 2018, on n'était pas si proche là, d'aller au dernier tour, là, qui était dans ce temps-là le Hex, avec six équipes. Donc, moi, Exactement. sans aucun doute, c'est le 1-1 au Mexique parce que c'est du jamais vu. Et une victoire contre le Panama à domicile, en soi, c'est pas surprenant. Je veux dire, même si ça avait été il y a 4 ans, ça aurait pu arriver, là, une victoire contre le Panama à domicile. On a battu l'Honduras à domicile là, pour les qualifs pour la Coupe du Monde 2018. Là. Donc, à domicile, on a relativement toujours fait des bonnes performances. Le problème, c'est toujours été les déplacements, là, de ne pas être capable de gagner à l'extérieur. Ça a souvent été problématique, ou même de faire un match nul. Ça ou des lourdes défaites dans une ville criminalisée d'Amérique centrale que je nommerai pas. Donc, malheureusement, c'était ça le problème avant. Puis là, être capable d'aller faire des matchs nuls aux États-Unis, au Mexique, puis espérons aller faire des victoires en Amérique centrale parce qu'on a quand même 4 matchs à faire en Amérique centrale. Donc, je pense que c'est du jamais vu. Tout à fait. Puis, tu sais, souvent, la critique qu'on entend du Canada, c'est que, puis ça, c'est pas juste puis ça, on est tous d'accord, on connaît notre équipe nationale, on sait que nous, on a une équipe nationale talentueuse, mais ce qu'on entend souvent des États-Unis, dans le reste de la région et un peu ailleurs, c'est que le Canada, c'est vraiment une équipe, c'est une histoire de un joueur, de Alphonso Davies. Et je te rejoins aussi là-dessus où est-ce que tu dis que le match nul au Mexique, c'était beaucoup plus impressionnant à cause que c'était le retour de Irving Lozano dans la formation. Raúl Jiménez était de retour. Et tu peux carrément dire que le Mexique avait leur alignement A, le meilleur qu'ils pouvaient aligner pour ce match-là. Et nous, mais on a, il nous manquait beaucoup de joueurs. Il nous manquait Milan Borjan, il nous manquait Junior Oilett, il nous manquait Lucas Cavallini, il nous manquait Kyle Larin et Atiba Hutchison. Donc, dans le fond, c'est pas vraiment une histoire d'un joueur. Donc, est-ce que le Canada a mérité? Est-ce que tu penses que la victoire de 1-1 contre le Mexique fait en sorte que le reste de la région ont vraiment, tu sais, je dirais pas respecter le Canada parce que je pense qu'on a gagné notre respect en Gold Cup et dans la Ligue des Nations, mais je pense que là, on est vraiment vu comme un top 3 de la CONCACAF. Puis juste avant que tu répondes, après cette fenêtre d'octobre, ben, selon les statistiques, on serait 48e au monde et 4e en CONCACAF. Intéressant. C'est fou comment le statut a changé dans la CONCACAF au cours des dernières années.
Là, ce serait le fun que ça se matérialise par une qualification à la Coupe du Monde. Et corrige-moi si je me trompe, mais je pense pas que les États-Unis vont l'échapper cette fois-ci. Là. Ils ont appris de l'erreur de 2018. Puis je pense que là, ils sont bien partis. Ils ont gagné au Honduras. Même s'ils ont perdu au Panama, je veux dire, échapper des points sur la route, c'est pas un problème. Ça arrive à tout le monde. Le problème, c'est d'en échapper chez soi. Puis personne ne va en échapper chez soi, mais à un moment donné, il y en a qui vont en échapper. Là. Regarde, on a échappé un 2 points contre le Honduras, le Mexique a échappé un 2 points contre nous. Ça fait partie de la game, comme on dit. Personne n'avait l'ambition au début, personne ne va dire au début, on va gagner tous nos matchs, nos 14 matchs. C'est impossible. Tu vas échapper des points à domicile, tu vas échapper des points à l'extérieur. Puis à la fin, ben, il y aura un classement, puis il faut espérer être dans les 3 premiers, à la limite être le quatrième. Donc, je pense que le statut du Canada dans la CONCACAF dépendra du classement à la fin de cette phase. Mais là, c'est sûr qu'en étant troisième pour le moment, ça envoie un avertissement. Surtout, comme j'ai dit, on a quand même 4 matchs à faire en Amérique centrale. On a les États-Unis et le Mexique à recevoir à domicile qui vont venir avec une ambition non cachée de gagner, de montrer leur domination, de pourquoi ils sont premiers. Donc, il n'y aura pas de match facile. Là, comme est-ce que maintenant, la grande question, puis ça peut-être toi, tu pourrais y répondre. Est-ce qu'en CONCACAF, est-ce qu'il y aurait les États-Unis, le Mexique et le reste? Ou est-ce qu'il y aurait les États-Unis, le Canada, après ça, comme il y aurait un espace ou est-ce que ça. C'est juste qu'on est troisième, mais on est serré avec le deuxième, puis on est serré avec le quatrième, tu sais? Moi, je pense que on est en train de démontrer que c'est vraiment un top 3. Est-ce que c'est le top 3 versus le reste? C'est difficile à dire parce que je pense que le Honduras connaît une très mauvaise, un Phase. très mauvaise campagne. Ils ont d'ailleurs changé leur sélectionneur. Euh, je ne sais pas à quel point ça va leur faire du bien. Je sais que pour la Jamaïque, quand je regarde un peu ce qui se dit du côté des analystes jamaïcains, il n'y a pas grand foi, ils n'ont pas une très grande confiance en le coach. Puis c'est pas juste le coach, c'est vraiment toute l'organisation, puis de la Jamaïque, la logistique, les moyens, puis les infrastructures. Ça a été très dénoncé en Jamaïque. Euh, aussi, ben, le Salvador, ben, il y a un peu de manque de constance de ce côté-là. Le Costa Rica, c'est une nation, je veux dire, est quand même, il joue du bon football, mais tu vois que l'équipe est vieillissante. Pendant que tu vois que le Canada, les États-Unis, le Mexique, c'est une équipe c'est des équipes jeunes. Puis surtout, ce qui est la force du Mexique, c'est leur profondeur qui est complètement ridicule. Je pense que, puis je le maintiens là-dessus. Juste pour commencer avec le Mexique, faut qu'on respecte le Mexique. Puis c'est pas juste les Américains qui ont une rivalité avec les Mexicains qui tombent dans ce piège-là, c'est même les analystes américains. Des fois, tu écoutes la télévision, tu écoutes les analystes, puis ils tombent en amour avec leur propre histoire d'amour. On a des joueurs en Europe, puis on les transferts de la MLS vers l'Europe, on est les meilleurs. Il faut respecter la Liga MX. C'est quand même une ligue qui est capable de gagner Ligue des champions après Ligue des champions. Puis quand leurs champions vont à la, je veux dire, à Coupe du la monde Coupe des clubs. À la Coupe du du Monde, monde des clubs. en FIFA, ouais, merci. Ils tiennent tête à des puissances comme Liverpool. Ils sont capables de tenir tête à des clubs puissants comme Bayern Munich. Ils sont capables de battre des puissances de l'Amérique du Sud. Juste, ça va prendre quoi pour que la Liga MX soit reconnue comme une des meilleures ligues au monde? La chose avec la Liga MX, c'est qu'ils demandent très, très, très cher pour leurs joueurs. Puis, contrairement à la MLS, oui, on dit, ben, il y a des clubs MLS, ils n'aiment pas se vendre, puis ils demandent des gros prix. Regardez ce qui se passe au Mexique. Les prix qu'ils demandent pour que le monde quitte, c'est des prix faramineux que ce n'est pas tout le monde qui veut payer. Donc, il y a peu de mouvements hors Liga MX, mais c'est une excellente ligue. Si tu prends les 3, 4 meilleurs clubs, euh, tu peux prendre, il y a beaucoup de joueurs qui pourraient rentrer dans l'équipe nationale et ça garderait l'équipe compétitive.
je veux rien enlever aux États-Unis parce que c'est vrai que les États-Unis, avec la MLS, puis les décennies où est-ce qu'ils ont bâti leur système d'académie de zéro, ben, puis maintenant, on le voit avec les transferts vers l'Europe, euh, ça aide. Tu sais, ça aide. Ils ont quand même, ils se sont donné une bonne profondeur. Euh, Tu vois que c'est une équipe qui va rester une puissance dans la région pour des années à venir. Mais là, je t'amène sur le Canada parce que on est 48e au monde. Ça veut dire que maintenant, si ça se maintient, puis ça va se maintenir, parce que juste précision aux auditeurs, pourquoi pourquoi vous voyez des nations monter aussi rapidement dans le classement pendant les qualifications de la Coupe du Monde? Ben, c'est parce que quand vous participez dans cette compétition-là, les points au classement sont multipliés. Tu as, un effet multiplicateur. Au lieu de garantir, par exemple, si une victoire contre le Panama, ça vaudrait normalement 6 points au classement, mais c'est multiplié. Puis là, je pense qu'avec cette victoire-là, on a gagné comme genre 10, 15 points. Tu montes vite. Puis il ne faut pas oublier que quand tu te rends en phase finale pour la qualification de la Coupe du Monde, puis ça, c'est peu importe le continent, mais toi, tu continues à gagner des points pendant que toutes les autres nations qui sont éliminées, mais ils perdent au classement parce qu'ils ne jouent plus. Fait que là, c'est pas pour rien qu'on a passé, on était, je pense que presque 60e, puis là, on est déjà rendu à 48. Puis si on gagne un des deux matchs, surprenez-vous pas qu'on pourrait frapper dans le top 30. D'ici mars 2022, c'est très possible qu'on soit dans le top 30 des meilleures nations au monde. Fait que ça, ce que ça fait, c'est que ça rend les permis de travail pour la Grande-Bretagne, pour l'Angleterre, accessibles aux joueurs canadiens. Donc, eux, ils ont cette règle que les joueurs provenant des nations dans le top 50 peuvent obtenir des permis de travail, ce qui rend le déplacement de joueurs vers l'Angleterre plus facile. Donc, ça a beaucoup servi aux États-Unis qui ont pu envoyer beaucoup de joueurs en Angleterre. Et maintenant, ça va être à notre tour d'en bénéficier. Et d'ailleurs, John Herdman, il a dit que soyez pas surpris s'il y a beaucoup de joueurs MLS qui risquent de bouger dans la saison morte de la MLS. D'après toi, quel joueur dans l'équipe nationale que tu verrais partir pour l'Europe dans la fenêtre de janvier? Ben, probablement Richie Laï, parce que c'est un peu sa dernière chance. Il est plus tout jeune, mais en même temps, tu sais, c'est pas toutes les équipes en Europe qui font de l'agisme. Il y a quand même le fait qu'il ait de l'expérience puis qu'il ait fait des bonnes prestations en équipe nationale. Parce que même quand il y a eu des matchs moyens, ben, il s'en est sorti avec une ou deux bonnes actions qui font les highlights du monde entier. Euh, donc, lui, je pense que ce serait un bon candidat. Sinon, dans la même lignée, je dirais peut-être Alistair Johnston. Il a fait aussi des bons matchs à droite. Il y a peut-être Kamal Miller, il y a du potentiel aussi, vu qu'il est polyvalent. Il y aurait des clubs en Europe qui pourraient vouloir de lui un gaucher qui peut jouer dans une défense à trois. Je sais que notre ami Edward nous avait fait la liste des joueurs qui seraient éligibles dans cette euh, par rapport à ces changements-là au classement FIFA, là, parce qu'il faut avoir joué un pourcentage. Pour être honnête avec toi, là, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, mais c'est moi qui ai joué à Football Manager depuis la première édition en 2005. J'ai jamais aimé cette règle-là. Je trouvais que c'est super discriminatoire. C'est, je veux dire, déjà baser les joueurs selon le classement FIFA de leur pays, puis de ce qu'ils ont joué ou pas avec l'équipe nationale. Je me rappelle que des fois, il y avait des bons Brésiliens qui n'étaient pas encore connus, fait qu'ils ne pouvaient pas signer en Angleterre, ou des joueurs que le club anglais le signait, mais ils devaient le prêter en Espagne parce que son pays n'était pas bien classé. Moi, je trouve ça super. Je veux dire, je suis d'accord avec les règles pour limiter les joueurs étrangers. Même à la limite, je trouve que c'est une bonne idée. Mais en Angleterre, c'est juste absurde. C'est que tu peux avoir 11 joueurs pas anglais sur ton line-up, mais tant qu'il faut répondre à ces critères bidons. Alors que normalement, le point, ça serait plutôt de laisser les clubs recruter qui ils veulent, mais de limiter le nombre d'étrangers. Ça, c'est mon opinion. C'est montée de lait. Mais sinon, le problème là-dedans, par rapport à ça, c'est qu'on risque peut-être de voir beaucoup de Canadiens aller en Division 2 anglaise. Puis moi, les divisions inférieures, je sais que
division 2 anglaise, ça peut être mieux que plein de premières divisions dans le monde. Mais il y a un côté de première division qui, peu importe où dans le monde, t'es dans le top d'un pays, tu es plus médiatisé, tu as une pression différente et tout. C'est pour ça que je sais que pour beaucoup de joueurs, c'est intéressant de jouer dans une deuxième division d'un pays européen, mais j'ai un peu de difficulté avec ça pour des joueurs qu'on veut qui restent avec un certain état d'esprit pour l'équipe nationale. Tu sais que beaucoup de joueurs canadiens vont dans la deuxième division anglaise, ça, ce serait une bonne chose. Mais que nos titulaires de l'équipe nationale, j'aimerais mieux qu'ils aillent en première division en Belgique ou en Suisse que d'aller en D2 anglaise. Mais ça, c'est mon opinion. Ouais, ben, tu sais, toute division 2 n'est pas faite égale. Tu sais, moi, je suis un peu égoïste là-dessus. Moi, c'est tant que ça profite à l'équipe nationale, ça m'est un peu égal où est-ce qu'ils vont jouer. Tant que ça profite à l'équipe nationale. Puis, tu sais, si tu prends la English Championship, qui est la meilleure deuxième division sur la planète, je pense même pas qu'il y a une autre division 2 qui est proche. Peut-être la Bundesliga 2, qui est très bonne, même si je sais que certaines personnes étaient sceptiques sur la deuxième Bundesliga, mais c'est une très bonne ligue. C'est du bon foot qu'on prend la peine de le regarder. Surtout quand, tu sais, je sais que le monde parle pas beaucoup des ligues domestiques, des coupes domestiques, mais c'est un bon niveau. Mais il y a Mais aussi, tu sais, pour voir si une deuxième division est bonne, il y a aussi le fait est-ce que beaucoup de joueurs de D1 vont en D2. Puis, par exemple, en Allemagne et en France, ça arrive souvent. En Angleterre, je ne vois pas souvent des transferts de D2 à D1. Oui, les clubs de D2 anglaises ont des budgets qui sont incomparables avec n'importe quel D2 dans le monde, même pas même celle d'Europe. Aussi, la D2 française, par exemple, quand il y a la Coupe d'Afrique, ben, on voit beaucoup de joueurs qui jouent dans des clubs de D2 en France. Fait que ça donne une exposition qu'aucune autre D2 aurait, même la Ligue 2 anglaise. Mais au niveau de l'égoïsme par rapport à l'équipe nationale, ben, au final, je veux dire, c'est pour ça que je t'ai dit, moi, je suis d'accord que des Canadiens vont jouer en D2 anglaise. Mais que les gars de l'équipe nationale vont là-bas, je suis pas trop. Parce que c'est que ça, au lieu qu'ils soient exposés avec leur club, ils vont être exposés avec l'équipe nationale. Parce que souvent, quand il y a des joueurs qui sont dans des D2 dans le monde, puis là, il y a la Coupe du Monde ou une Coupe continentale, puis on voit ces joueurs-là, comme, eh mon Dieu, ce joueur-là, il joue. Puis là, on voit, ah, deuxième division, c'est pour ça que j'ai jamais connu ce joueur-là. Il y a comme un anonymat dans les D2, mais je sais que la division 2 anglaise, elle est peut-être plus médiatisée grâce aux chaînes qu'ils ont là-bas, puis ils ont des bons droits TV et tout. Mais n'empêche que pour le commun des mortels, ça reste inconnu, là. Je veux dire, c'est pas très intéressant de suivre une division 2 étrangère. Et surtout que, comme je t'ai dit tout à l'heure, les joueurs de D2 anglaise, je les vois rarement être transférés en D1. Là. Peut-être que je me trompe. Là. Peut-être que c'est l'impression que j'ai pu comparer à d'autres ligues. Là. ouais, mais l'Angleterre, c'est différent. Tu sais, c'est la plus, tu sais, c'est la English Premier League, c'est la plus grosse ligue sur la planète. Eux, ils ont la planète. Eux, ils vont chercher les meilleurs talents au monde. Fait que si tu veux percer cette ligue-là, il faut que tu sois un des meilleurs sur la planète, pas seulement un des meilleurs en Angleterre. C'est pour ça que je pense que c'est une des raisons pourquoi leur division 2 est aussi forte. Euh, à cause que la première division, c'est vraiment la planète, tout simplement. C'est les meilleurs qui vont jouer là. Euh, mais la deuxième division, tu peux quand même monter en première via la promotion. Puis, tu sais, il ne faut pas oublier que si tu es un excellent joueur en championship, puis tu as une saison de 30, 35, 30, 40 buts, ben, j'exagère un peu à 40 buts, mais tu as une saison du tonnerre, mais il y a des clubs de première ligue ou d'ailleurs en Europe qui vont te regarder. Tu sais, je ne dis pas que tu vas être l'attaquant partant à Liverpool, puis ils vont mettre ça là sur le banc, mais tu as peut-être un club au Portugal ou en Espagne ou en France qui va faire attention à toi ou que ce soit n'importe où en Europe. Ça aide. Je ne suis pas d'accord que t'es relégué à l'anonymat de jouer en deuxième division. Puis, ça dépend de toi, dans le fond, ça dépend de tes performances. Tu prends un gars comme Scott Kennedy qui joue en deuxième Bundesliga, ben lui, quand il était en Autriche, il était en première division.
il a tellement bien performé en Autriche que c'est un club de deuxième Bundesliga en Allemagne qui ont été le chercher. Puis il fait bien, il fait très bien. Ça t'appartient. Son club en ce moment est en position d'être en promotion, est en position d'être promu en Bundesliga. Donc, ce qui est important, ce n'est pas vraiment le prestige, mais c'est la qualité de ton jeu, puis à quel niveau que tu performes. Lui, il a prouvé qu'il est capable de jouer contre des clubs de Bundesliga en coupe domestique. Donc, c'est sûr que ça aide à sa visibilité. Puis si on avait plus de joueurs qui allaient dans ces ligues-là, ben, ça leur donne la chance, d'être exposé à un niveau de jeu qui est plus haut que ce qui se fait en Amérique du Nord. Et deux, ça les met dans un environnement où est-ce que tu dois composer avec une certaine pression. Puis je pense que le monde qui suit beaucoup la MLS, ils savent, ils connaissent les propos de Ibrahimovic. Pour lui, il disait que les séries éliminatoires, c'est un peu du n'importe quoi parce que les gars ne prenaient pas au sérieux tous les matchs à cause qu'ils avaient les séries éliminatoires. Ils disaient, ben, tu joues une saison régulière, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te rendre en série éliminatoire, puis tu es correct. Ben, ça, tu n'as pas vraiment ça en Europe. Tu as la pression, chaque match compte, chaque point compte, chaque minute compte. Puis quand tu perds, tu as la pression de pas juste ton club et des partisans, c'est ta ville ou ton village ou les médias. La pression est énorme. Puis c'est pas pour rien que notre équipe nationale performe aussi bien parce que tu prends un Jonathan David qui avait tout le poids médiatique et des supporters et toute la ville de Lille qui disait, ben là, il n'est pas meilleur que Victor Osimhen qui a été vendu à Napoli en Italie. Mais lui, il a dû surmonter cette pression et performer. Même chose pour Davis, même chose pour tous ces joueurs-là. Ouais, mais David, oui, mais David, il est allé en division 1 belge. Il n'est pas allé en D2 anglaise, en D2 allemande, en D2 française. Chose que moi, personnellement, je trouve qu'il est mieux exposé en D1 belge qu'en dans une D2. Parce que dans une D2, tu es un peu dans l'anonymat, tu n'es pas dans le. Qui va suivre le classement des buteurs d'une D2? Même les recruteurs ne suivent pas vraiment ça. Non, ben là, c'est un point de vue nord-américain. Sur place en Europe, ils regardent. Tu penses que Mais Jonathan. même en Europe, tu sais, en France, la D2, malgré que beaucoup de joueurs passent de D2 à D1, d'un point de vue médiatique, elle se fait ramasser, la D2 en France. Pourtant, il y a un niveau, il y a des joueurs qui sont sortis de là qui sont très intéressants. Et les clubs anglais recrutent en D2 française. Il y a eu la Sanadiara dans le temps, il y a eu plusieurs joueurs qui ont joué en Premier League en passant directement de la D1. Mais n'empêche que c'est un peu un pari que est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ce pari-là? C'est ça la question. Je veux dire, parce que si tu es inconnu dans une division 2, tu disparais de la circulation, là. Ouais, mais toutes les divisions 2 ne sont pas faites égales. Si on prend un gars comme Marc-Anthony Kaye, excellent milieu de terrain, je pense qu'il a un bon potentiel. Il a juste besoin de jouer à un niveau plus haut, puis de raffiner son jeu un peu pour sa constance. Mais est-ce que ça lui sert mieux la MLS versus la deuxième Bundesliga ou la Championship? Moi, je pense que je préfère le voir en Championship Ben, que moi, je la préfère le voir en D1 écossaise ou en D1 portugaise. Rendu là. Non, la Championship est plus forte que la D1 écossaise. Mais c'est ça. Henry Ben, Hurst, je pense qu'on ne s'entendra pas là-dessus, là, mais moi, personnellement, je préfère voir un gars compétitionner pour la D1 de son pays, être dans une équipe de haut classement, être compétitif, faire des gros matchs chaque semaine, regarder peut-être pour faire les Coupes d'Europe, que d'aller que de jouer dans une deuxième division. Mais je pense qu'on ne s'entendra pas là-dessus, puis c'est bien correct de même, parce que, tu sais, même tu le vois chez les agents de joueurs. Il y en a qui ont, tu sais, on voit certains agents de joueurs, ils pensent d'une certaine façon, puis d'autres d'une autre façon. C'est pas, il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse. Ça dépend de chaque joueur, comment il veut gérer sa carrière. Hein. Puis il y a beaucoup qui préfèrent être dans des pays plus développés, fait qu'ils vont préférer aller en Angleterre, dans une ville, dans une petite ville avec un salaire quand même intéressant en championship, que d'aller en D1 portugaise à Madère ou aux Açores. Oui, puis, tu sais, juste pour revenir, tu sais, c'est sûr qu'on ne s'entendra pas là-dessus parce que moi, je peux aller sur des mouvements latéraux où est-ce que, ouais, peut-être que tu es en championship et tu ne monteras jamais en première ligue,
Mais si tu es bon en championship, comme tu le dis, il y a peut-être un club en Écosse qui va aller te prendre. Puis ça arrive souvent que les clubs écossais vont piger en championship. Mais, tu sais, au moins, on peut célébrer le fait que Tajon Buchanan, qui a marqué un excellent but dans le match contre le Panama, mais il s'en va à Club Brugge en Belgique à l'hiver. Donc, ça, c'est à notre avantage. Et moi, je me demande encore comment ça se fait qu'un gars comme Jonathan Osorio, à la limite, ne va pas jouer au Mexique parce que on dirait que lui, le Estadio Azteca, ça ne le complexe pas du tout parce qu'il marque des buts en club et en sélection nationale au Mexique. Donc, je le verrai très bien en Liga MX. En tout cas, je lui souhaite. Sinon, tu sais, justement, on parlait un peu du Mexique, puis de la prochaine visite, la prochaine fenêtre de novembre. Donc, le Costa Rica qui va venir nous rendre visite et le Mexique. Donc, juste pour dire à nos auditeurs, les 2 matchs vont être joués à Edmonton, dans le Commonwealth Stadium. Et c'est un stade qui peut accueillir jusqu'à 56 000 personnes, presque 60 000, c'est dans ces alentours-là. Et le froid des prairies. Puis même John Herdman s'était fait un point de le dire. Il fait froid, puis on lui avait demandé, ben, à la dernière, au dernier cycle de Coupe du Monde, on avait perdu contre le Mexique à Vancouver. Puis John Herdman, sa réponse était vraiment comique. Il a dit, moi, j'habite en Colombie-Britannique. Puis on a perdu contre le Mexique quand ils sont venus nous voir, ils sont venus nous rendre visite pendant la qualification de Coupe du Monde, mais il ne faisait pas froid. Fait que lui, je pense que la décision d'Edmonton, c'était vraiment par exprès. Puis il a dit, tu sais, le froid, c'est un facteur. Forcer le Costa Rica et le Mexique à se déplacer à travers différentes fuseaux horaires. Ils vont jouer sur terrain synthétique dans le froid des prairies, de la prairie albertaine. Puis d'ailleurs, en mi-novembre, la moyenne la plus chaude, point de vue température, puis ça, c'est à midi, c'est 1 degré. Fait que là, le match va jouer le soir. Ça risque d'être du solide -5 entre 0 et -5. Donc, tu sais, puis un autre facteur, il ne faut pas oublier, c'est la ville natale d'Alphonso Davies. Fait que vous pouvez imaginer à quel point il va être motivé de performer devant sa famille, ses amis, sa ville natale. Selon toi, c'est quoi un résultat qui serait acceptable pour ces 2 matchs-là? 6 points. 6 points? Let's go, il faut y aller, là. On n'a pas fait tout ça pour rien. Moi, je dis, si on fait 6 points à Edmonton, va falloir, je veux dire, on a quand même, on peut viser même la deuxième ou la première place. Je sais que ça ne change rien, là, mais c'est juste, je veux dire, le but, c'est pas de se qualifier troisième de justesse ou quatrième de justesse comme le Honduras ou le Panama la dernière fois, là. Le but, c'est d'avoir le plus de points possible pour pas avoir à gérer dans les matchs avec le stress. Puis, tu sais, on sait jamais, là, il peut y avoir des blessures, des joueurs titulaires et tout. On a quand même été épargnés là-dessus, quoique de la dernière fenêtre, il y a eu des joueurs absents, mais on a pu composer avec ça. Quoique ça s'est vu peut-être contre la Jamaïque, hein? Le manque de profondeur qu'on avait exceptionnellement. Mais les matchs de novembre, là, moi, je pense qu'il va falloir faire un carton plein pour qu'on puisse affronter le reste plus sereinement. Parce qu'après, il va rester quoi? Il va rester le match à domicile contre les États-Unis, les 4 matchs en Amérique centrale et la réception de la Jamaïque. Fait que, moi, je pense pour aborder les 4 déplacements en Amérique centrale sereinement et sans toute la pression du monde sur les épaules des joueurs, faire un carton plein à domicile, ce serait la meilleure chose. C'est très bien dit. Puis moi aussi, je pense que ça prendrait les 6 points au total. Puis je sais qu'il y a beaucoup de monde, puis même dans les médias, ils disent aussi, ouais, mais tu sais, oui, il fait très froid, puis c'est gazon synthétique, mais ça va. Les joueurs canadiens vont détester ça autant que les Mexicains. Moi, je dis oui. Est-ce que ça va déranger les joueurs canadiens de jouer dans le froid comme ça? Absolument. Mais moi, je pense que le Costa Rica puis le Mexique vont détester ça 2 fois plus. Puis je pense que le but, c'est vraiment de les sortir de leur match. Puis je me rappelle quand le Toronto FC avait fait une campagne incroyable en Ligue des Champions. Ben, ils avaient forcé les clubs mexicains à venir au BMO Field et les faire. Puis il faisait froid pendant ces journées-là, ces soirées-là. Je pense que c'était en novembre. Puis
c'était anormalement froid à Toronto. Puis tu voyais les clubs mexicains, c'était pas la même équipe. Tu voyais clairement que le froid les dérangeait. Moi, je pense que ça va être un facteur de taille. Et c'est une bonne guerre. Puis, tu sais, comme je le disais plus tôt, c'est bien de voir le Canada se défaire de cette naïveté-là. Parce que moi, je pense que au dernier cycle de Coupe du Monde, on n'aurait jamais dû faire jouer le Mexique à l'intérieur, bien au chaud du BC Place à Vancouver. Je pense que tu les fais geler un peu. Puis, tu sais, on avait raté la dernière ronde de 1 point, je pense. Fait que t'imagines, on aurait pu arracher un match nul au Mexique, on se serait rendu en dernière ronde. Donc, je pense que c'est une bonne décision. Puis c'est de bonne guerre parce que, tu sais, je ne sais pas si tu as regardé des faits saillants des matchs, je pense que c'était Honduras, États-Unis. Tu vois le joueur américain qui veut aller prendre son corner, puis c'est les policiers anti-émeute qui sont obligés de mettre les boucliers sur la tête, protéger le joueur américain qui veut prendre son corner parce que les projectiles arrivent de partout. Et même chose quand j'avais regardé les Américains perdre le match 1-0 contre le Panama. Non, c'était pas les Américains. J'avais vu le match Panama contre. Non, c'était El Salvador contre le Mexique. Et tu voyais que le gardien de but mexicain, il recevait des bouteilles d'eau, il recevait des projectiles d'un peu partout. Donc, tu sais, chaque pays, surtout, tu sais, il faut aussi se rappeler qu'en Amérique centrale, la Coupe du Monde, c'est une question de vie ou de mort. Tu sais, ils ne plaisantent pas, puis c'est de bonne guerre que le Canada, ben nous, on utilise le froid. Pourquoi pas? Tu sais, le Mexique utilise l'altitude, la chaleur, l'humidité. Nous, on a le froid. Fait que je pense que c'est chacun utilise ses armes de prédilection. Fait que juste pour euh, clore, juste pour clore ce podcast, ben, la nomination de John Herdman, ça s'est fait dans la controverse. Il arrive de l'équipe féminine. Très controversé comme nomination. On dit de lui que c'est un excellent vendeur, qui parle bien, qui est un excellent communicateur, mais tout le monde avait des doutes sur ses capacités d'entraîneur, son parcours jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on est obligé de reconnaître que John Herdman, c'est finalement un bon coach? Pour l'instant, ses résultats lui donnent raison. Je sais que pour beaucoup de monde, beaucoup de monde va dire qu'il a bénéficié d'une génération exceptionnelle ou qu'il est chanceux c'est grâce à des exploits individuels. Mais pour l'instant, il y a un système en place puis il semble s'y tenir, malgré qu'il y a des choses qui avaient l'air un peu bizarres dans différents moments, là. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais ceux qui veulent savoir, ils peuvent suivre la Gold Cup 2019. Euh, mais ça reste que c'est un entraîneur pour l'instant qui a fait ses preuves autant du côté féminin que masculin au Canada. Puis il mérite de continuer le parcours. Puis s'il réussit à qualifier l'équipe à la Coupe du Monde, ben il va faire partie de l'histoire du soccer canadien, en fait. Puis, ça sera mérité quant à moi, là. Donc, Alex, je voulais te remercier pour cet épisode spécial Canada avec les derniers matchs qu'on a eus, puis les prochains matchs qu'on aura. Puis on aurait pu en parler pendant des heures et des heures. Et en espérant que les matchs de novembre arrivent rapidement, je commence déjà à m'impatienter. Et comment dire, j'espère que tu auras toujours le même enthousiasme à parler de l'équipe nationale canadienne. Absolument. Toujours un plaisir de faire le podcast avec toi. Puis, je pense pas cette fois-ci, je vais aller geler à Edmonton pour le regarder en direct. Mais comme tout le monde, j'espère que le match contre le Panama a attiré encore plus de regards sur notre équipe nationale. Puis, on va regarder la prochaine fenêtre avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Alex, et merci à tous nos auditeurs et à la semaine prochaine.